C'était un dimanche après-midi à Lyon, un de ceux qui sentent le poulet rôti et le café fraîchement moulu. L'appartement de mes parents, petit mais chaleureux, était empli de la voix stridente de ma sœur Manon, qui sortait du haut-parleur du téléphone. Depuis Montréal, elle décrivait sa vie entre soirées branchées et restaurants de luxe comme si elle racontait un feuilleton à l'eau de rose. Et ma mère, assise dans son fauteuil préféré, l'écoutait avec des yeux brillants, comme on écoute une célébrité. « Et le concert d'Angèle ? Tu as réussi à avoir les places VIP que tu voulais ?» demandait maman en disposant les couverts sur la table. Je restais silencieuse, ma tasse de café entre les mains, attendant mon tour pour parler de ma semaine, de mes heures supplémentaires au bureau, de n'importe quoi qui pourrait les intéresser. L'appel se termina par des rires et des promesses de nouvelles photos. Ma mère glissa le téléphone dans la poche de son tablier et commença à servir le repas. Mon père, avec sa moustache poivre et sel et son éternel air renfrogné, s'assit en bout de table. Mon petit frère, Adrien, tapotait sur son portable, étranger à tout. L'ambiance sentait la normalité, cette routine du dimanche que nous répétions depuis aussi longtemps que je me souvienne. « Chloé, passe-moi la salade », demanda papa sans me regarder. Je lui tendis le saladier en verre et en profitai pour tenter de mentionner ma promotion au cabinet d'avocat où je travaillais comme réceptionniste. Au bureau cette semaine, on m'a dit que... « Tu sais quoi ?» m'interrompit ma mère, s'adressant à tout le monde, mais me fixant droit dans les yeux. « Manon vient de nous faire un autre virement. 7 000 €, vous vous rendez compte ? Avec ça, on peut finir de payer l'opération de ton père et il en reste pour le semestre d'Adrien. » Je sentis mon estomac se nouer. 7 000 €, exactement la somme que j'avais virée 3 jours plus tôt, après avoir enchaîné les services au restaurant pendant tout le mois. « Tu devrais prendre exemple sur ta sœur », continua ma mère avec ce ton tranchant qui me faisait toujours me recroqueviller. Elle, au moins, elle sait ce que c'est que la famille. Toujours prévenante, toujours généreuse. Pas comme d'autres qui vivent sous le même toit et qu'on ne voit jamais. Les mots me frappèrent comme une gifle. J'ouvris la bouche, essayant d'expliquer. « Mais c'est moi qui... n'ose même pas essayer de voler le mérite de ta sœur », tonna la voix de mon père de l'autre côté de la table. « Tu as toujours été comme ça, Chloé, toujours à vouloir te mettre en avant. Pourquoi ne peux-tu pas te réjouir de la réussite de Manon au lieu d'essayer de lui faire de l'ombre ?» La salle à manger devint silencieuse. Je sentis mon cœur sombrer, l'air se bloquer dans ma poitrine. Personne ne me regarda. Pas même Adrien, qui savait pertinemment que c'était moi qui payais ses études, pour m'avoir accompagnée à la banque plus d'une fois. Je baissai les yeux sur mon assiette intacte. La nourriture qui sentait si bon quelques minutes auparavant me retournait l'estomac. Je me levai sans faire de bruit, posai ma serviette sur la table et me dirigeai vers la porte. J'attendis, une seconde, que quelqu'un me retienne, que maman demande ce qui n'allait pas, que papa adoucisse le ton, qu'Adrien dise la vérité. Mais personne ne dit rien. Je sortis dans la rue et l'air frais de l'après-midi me fouetta le visage. Les collines qui entourent la ville étaient floues à travers mes larmes contenues. Un bus passa en klaxonnant, la musique de la boutique du coin crachait de la pop, et un groupe d'enfants poursuivait un ballon dans le parc voisin. La vie continuait, indifférente à ma douleur, à ma rage, à cette injustice qui me brûlait de l'intérieur. Je marchais sans but pendant un moment, essayant de me calmer. Les rues pentues de mon quartier m'étaient aussi familières qu'étrangères à cet instant. Combien de fois avais-je parcouru ce même chemin, pressée de rentrer après mon 2e travail, juste pour pouvoir envoyer plus d'argent à ma famille. Et pourquoi ? Pour que ma sœur en récolte tous les lauriers, pour continuer à être invisible. Quand j'arrivai à l'arrêt de bus, je pris une décision. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Ce n'était pas juste pour moi, et ce n'était même pas juste pour eux de vivre dans un mensonge. Quelque chose devait changer, et ce changement devait commencer par moi. Je montai dans le bus qui me ramènerait à mon appartement, un petit studio dans un quartier moins central, mais qui était entièrement à moi. Mon refuge, ma vérité. Alors que le véhicule avançait dans les rues embouteillées, je sortis mon portable et vis 3 appels manqués d'Adrien. Je ne le rappelais pas. Cette fois, je devais penser à moi d'abord. Mon appartement m'accueillit avec son silence familier. Il était petit, à peine 45 mètres carrés, mais il avait de grandes fenêtres qui donnaient sur une vue partielle de la ville. Je l'avais décoré avec des plantes et quelques meubles d'occasion que j'avais restaurés moi-même. Ce n'était pas luxueux comme l'appartement dont Manon se vantait à Montréal, mais c'était le mien, gagné par mes propres efforts.
Je m'assis sur le lit et regardais le classeur bleu qui reposait sur mon bureau. Je l'avais étiqueté « Famille » avec mon écriture soignée. À l'intérieur, je gardais tout. Les preuves de virement, les reçus des frais médicaux, les factures de l'université d'Adrien, et même les emails que j'avais échangés avec Manon quand tout cet arrangement avait commencé. Il y a 2 ans, mon père avait eu une crise cardiaque. Les frais médicaux avaient dépassé les économies familiales. C'est alors que Manon m'avait appelé de Montréal. « Chloé, j'ai besoin de te demander une énorme faveur », m'avait-elle dit ce soir-là. Sa voix semblait inquiète, ce qui était rare chez elle. « Papa a besoin d'une opération et je n'ai pas l'argent tout de suite. Mes investissements sont bloqués et je ne peux rien liquider pour le moment. » « De combien as-tu besoin ?» avais-je demandé sans hésiter. « 3 000 €, avait-elle répondu. « Je te jure que je te les rendrai dès que possible. C'est juste que, si je leur dis que je ne peux pas les aider maintenant, ils vont s'inquiéter encore plus. Tu sais comment ils sont. » Oh oui, je le savais. Pour mes parents, Manon avait toujours été la fille qui avait réussi, celle qui avait pris des risques, qui avait triomphé à l'étranger. J'étais celle qui était restée, la prévisible, celle qui ne surprenait jamais personne. « Je peux les trouver », lui avais-je dit. Je venais de recevoir ma prime de fin d'année et j'avais quelques économies. Pourrais-tu faire le virement comme s'il venait de mon compte, pour ne pas les inquiéter ?» J'avais accepté. Je pensais que ce serait ponctuel, que Manon me rendrait l'argent rapidement. Mais ensuite, il y eut le paiement du semestre d'Adrien. Et après, quand la retraite de mon père ne suffisait plus, j'ai commencé à envoyer de l'argent tous les mois. Manon avait toujours une excuse. Des problèmes avec ses clients, des paiements en retard, un mauvais investissement. Et elle me demandait toujours de continuer à utiliser son nom pour les virements. « Juste un mois de plus », me disait-elle. « Je te dédommagerai, je te le promets. » À ce moment-là, j'avais déjà accepté un 2e travail comme serveuse dans un restaurant du centre. Je quittais le cabinet à 18h et j'arrivais au restaurant à 19h. Je finissais à minuit, parfois plus tard. Le week-end, je faisais des services doubles. Mes mains sentaient en permanence la nourriture et le détergent. Je dormais 5 heures au maximum. Mais je continuais à envoyer l'argent. Pourquoi le faisais-je ? Je me le demandais parfois en comptant les pourboires de la soirée. Peut-être parce que je croyais que Manon finirait par tenir sa promesse. Ou peut-être, tout au fond, j'espérais qu'un jour mes parents découvriraient la vérité et verraient ce que je faisais pour eux, qu'ils me regarderaient avec la même fierté qu'ils regardèrent ma sœur. Pendant ce temps, l'Instagram de Manon se remplissait de photos sur des yachts, dans des restaurants exclusifs et à des fêtes interminables. « Working hard », écrivait-elle sous les images. Et mes parents l'applaudissaient, partageaient ses publications, se vantaient d'elle auprès des voisins. Je me levai du bureau et ouvris l'application de ma banque sur mon portable. Il était là, programmé pour demain. Le virement mensuel de 7 000 € sur le compte de mes parents. Le libellé indiquait « De Manon avec amour », comme tous les mois. C'était la quasi-totalité de ce que je gagnais avec mes 2 emplois, moins le strict minimum pour payer mon loyer et ma nourriture. Mon doigt s'arrêta sur l'option d'annulation. Je ne l'avais jamais vraiment envisagé auparavant. Que se passerait-il si j'arrêtais d'envoyer l'argent ? Combien de temps mettrait Manon à s'en rendre compte ? Appellerait-elle mes parents pour leur expliquer qu'elle ne pouvait plus les aider ? Ou inventerait-elle une excuse et les laisserait-elle se débrouiller ? Le téléphone vibra dans ma main. C'était un message de ma mère. « Ta sœur nous a dit qu'elle pense acheter un appartement sur le plateau. Quelle fierté cette fille !» Quelque chose se brisa en moi. Pas une explosion dramatique, mais plutôt comme un verre déjà fissuré qui cède finalement sous la pression. Sans réfléchir à 2 fois, j'annulai le virement programmé. Puis j'entrai dans les paramètres et supprimai l'ordre permanent. Je me sentis prise de vertige, comme si j'avais sauté dans le vide. Mais aussi, étrangement, plus légère. Pour la première fois en 2 ans, mon prochain salaire serait vraiment à moi. Je pourrais dormir plus de 5 heures. Je pourrais peut-être m'inscrire à ces cours d'anglais que je voulais tant prendre pour m'améliorer au cabinet. Si ma famille croyait si aveuglément à la générosité de Manon, qu'elle vive avec, réelle ou imaginaire. Je m'allongeais sur le lit sans me déshabiller, épuisée physiquement et émotionnellement. Avant de m'endormir, je reçus un autre message. Cette fois, c'était d'Adrien. « Ça va ? Tu es parti sans dire au revoir. » Je ne répondis pas. Je ne savais pas quoi dire. Comment lui expliquer que je venais de tout changer ?
que pour la première fois, j'avais choisi de me protéger moi-même au lieu d'eux. Demain serait un autre jour. Un jour sans mensonge, sans sacrifice silencieux. Un jour où, enfin, je commencerai à vivre ma propre vie. La première semaine après l'annulation du virement se déroula dans une étrange normalité. Personne ne m'appela pour demander pourquoi l'argent n'était pas arrivé. Je supposais qu'il leur restait un peu du mois précédent, ou peut-être que Manon avait décidé de faire un vrai virement pour une fois. Quoi qu'il en soit, j'appréciais le silence. Pour la première fois depuis longtemps, je pus rester après le travail pour discuter avec mes collègues du cabinet. Carmen, l'avocate junior qui m'invitait toujours à prendre un verre et que je refusais systématiquement, parut surprise quand j'acceptais son offre d'aller dans un café voisin. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de Chloé ?» plaisanta-t-elle, alors que nous nous installions à la terrasse du Café des Pentes, un endroit bohème sur les pentes de la Croix-Rousse. « Ça fait des mois que j'essaie de te sortir de ta routine. Disons que j'ai décidé de faire quelques changements, répondis-je, sentant le goût sucré du cappuccino sur ma langue. C'était une sensation petite mais significative. Dépenser pour quelque chose qui n'était pas strictement nécessaire. Ce soir-là, je n'allais pas au restaurant. J'avais parlé au gérant, Santiago, et réduit mes services au week-end seulement. Son air déçu me pinça le cœur. C'était un bon chef, et il comptait toujours sur moi. Mais je me rappelais que j'avais droit à une vie au-delà du travail. La deuxième semaine, mon téléphone commença à afficher des appels manqués de chez mes parents. Je ne répondis pas. Je n'étais pas prête. Chaque fois que je voyais leur numéro sur l'écran, mon estomac se contractait. Une partie de moi voulait répondre, leur expliquer, les affronter. Mais une autre partie, celle qui avait gardé le silence pendant si longtemps, voulait simplement qu'ils ressentent mon absence comme j'avais ressenti le manque de leur reconnaissance. Au travail, Maître Montero, l'associé du cabinet, m'arrêta dans le couloir. « Chloé, j'ai remarqué que vous êtes plus présente ces dernières semaines, » dit-elle en ajustant ses lunettes. « Il y a une formation d'assistante juridique qui commence le mois prochain. Le cabinet la financerait. Cela vous intéresserait-il » Je restai sans voix. Cela faisait des années que je voulais franchir ce pas, passer de réceptionniste à quelque chose de plus, mais je n'avais jamais eu ni le temps ni l'énergie de le mentionner. « J'adorerais », répondis-je avec un sourire qui me surprit par sa sincérité. La troisième semaine, les appels de mes parents cessèrent brusquement. Le silence aurait dû me calmer, mais au contraire, il m'inquiéta. Que se passait-il? Avait-il réussi à parler à Manon? Leur avait-elle dit la vérité? Ce doute m'accompagna alors que je me promenais dans le parc de la Tête d'Or un dimanche après-midi, profitant du luxe d'une journée entièrement libre. Les familles riaient, les chiens couraient, les couples se tenaient la main. J'observais une mère avec sa fille adulte, toutes deux penchées sur un livre, montrant quelque chose et riant. Je me demandais si ma mère et moi aurions un jour ce genre de complicité, ou si le mal était déjà irréparable. Mon portable vibra dans ma poche. C'était un message d'Adrien. « Tu as arrêté d'envoyer l'argent ? Maman est comme une folle. Ça fait des jours qu'ils appellent Manon, mais elle ne répond pas. » Je m'assis sur un banc, sentant le monde tourner trop vite. Alors il savait, ou du moins, il se doutait. Je m'imaginais le chaos à la maison, ma mère vérifiant le compte en banque encore et encore, mon père pestant, tous deux essayant de contacter Manon désespérément. Je ne répondis pas tout de suite. J'observais les skateurs s'entraîner sur la place voisine, leurs mouvements fluides, la liberté dans leurs gestes. Je me demandais si moi aussi je pourrais me sentir ainsi un jour, libre, sans le poids des attentes des autres, des comparaisons constantes, de me sentir invisible dans ma propre famille. « Chloé, ça va ?» Le message d'Adrien était toujours là, en attente. Finalement, j'écrivis « Je vais bien, j'ai besoin de temps. » Ce n'était pas toute la vérité, mais c'était un début. Je posai le téléphone et respirai profondément l'air du soir. La culpabilité m'assaillit soudain. Non pas parce que j'avais cessé d'envoyer de l'argent, mais parce que je savais que ma famille était maintenant vulnérable. L'opération de suivi de mon père était prévue pour le mois suivant. Le semestre d'Adrien commencerait bientôt. Les factures continueraient d'arriver. Étais-je cruelle de les laisser ainsi, sans explication? Mais je me souvins alors de tous les dîners de famille où mes réussites avaient été minimisées. Les fois où j'avais essayé de parler et avait été interrompue. Les commentaires constants sur la façon dont je devrais être plus comme Manon. La douleur accumulée pendant des années à me sentir comme le second choix.
Ils doivent savoir la vérité, me dis-je à voix haute, m'attirant un regard curieux d'une dame qui passait. Même si ça fait mal. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je passais devant une librairie. Dans la vitrine, il y avait un livre intitulé « La force de l'imperfection ». Je l'achetai sur une impulsion, ce que je ne faisais jamais. Cette nuit-là, blotti dans mon canapé avec une tasse de thé, je lus jusqu'à tard. Je soulignais une phrase qui résonna profondément en moi. Poser des limites n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour-propre. Le lendemain, je reçus un autre message. Cette fois de ma mère. Nous devons parler de toute urgence. C'est à propos de Manon. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu peux. Mon cœur fit un bond. Manon avait-elle avoué? Ou avait-il découvert la vérité par eux-mêmes? J'étais sur le point d'appeler quand mon téléphone sonna. C'était un numéro que je connaissais bien. Mon père. Son nom sur l'écran provoqua en moi un mélange d'anxiété et de détermination. Cette fois, je répondis. « Chloé ?» Sa voix était différente, plus faible, dépouillée de son autorité habituelle. « J'ai besoin de te parler. C'est important. » « À propos de quoi, papa ?» demandai-je en gardant une voix ferme bien que ma main tremblât. Il y eut un long silence, inconfortable. Puis, les mots que je n'aurais jamais pensé entendre. « À propos de l'argent, à propos de... la vérité. » Je fermai les yeux. Le moment était venu. Le mensonge s'était effondré sous son propre poids, comme un château de cartes exposé au vent. « Je viendrai demain, » dis-je simplement, et je raccrochai. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je repassai mentalement tout ce que je voulais dire, ce que j'avais besoin qu'ils comprennent. Je ne cherchais ni la vengeance ni l'humiliation. Je voulais juste être vue, vraiment vue, pour la première fois de ma vie. Le jour suivant se leva avec un ciel gris sur Lyon, comme si les nuages pressentèrent la tempête émotionnelle qui allait éclater. Je m'habillais simplement, mais avec soin. Un jean, un chemisier bleu et ma seule paire de chaussures de marque, achetée en solde l'année dernière. Je ne cherchais pas à impressionner, mais je ne voulais pas non plus me sentir vulnérable. Avant de sortir, je pris le classeur bleu sur mon bureau. Je l'avais relu plusieurs fois pendant la nuit, organisant chronologiquement chaque justificatif, chaque reçu, chaque email. Les preuves de mon sacrifice silencieux. Le taxi me déposa devant la maison de mes parents peu après midi. Le 6e arrondissement, avec ses rues arborées et ses immeubles bourgeois, semblait aussi calme que d'habitude. Sauf que cette fois, j'avais l'impression d'entrer en territoire étranger. Ma mère ouvrit la porte avant que je ne sonne. Elle avait les yeux gonflés et rougis, comme si elle avait passé la nuit à pleurer. Ses cheveux, toujours parfaitement teints et coiffés, laissaient voir des racines grises et étaient attachés à la hâte. « Chloé », murmura-t-elle, et un instant, je crus qu'elle allait me prendre dans ses bras, mais elle se contenta de s'écarter pour me laisser entrer. La maison était inhabituellement silencieuse. Ni la radio que mon père écoutait habituellement, ni la télévision avec ses feuilletons en fond sonore. Juste un silence lourd qui semblait amplifier le son de mes pas sur le carrelage. Dans le salon, mon père était assis dans son fauteuil préféré, mais il ne semblait pas être le même homme. Sa posture, normalement droite et dominante, paraissait abattue. Ses mains, qui avaient l'habitude de frapper la table pour appuyer ses opinions, reposaient inertes sur ses genoux. En me voyant, il tenta de se redresser, mais l'effort parut trop grand. « Assieds-toi, s'il te plaît », dit-il d'une voix que je ne reconnus pas. Ce n'était pas un ordre, comme cela aurait été le cas auparavant, mais une humble requête. Je m'assis sur le canapé en face d'eux. Adrien n'était pas là. Mieux ainsi. « Nous avons parlé à Manon hier », commença ma mère, tordant un mouchoir entre ses mains. Après avoir essayé de la joindre pendant des jours, elle s'arrêta, comme si les mots suivants étaient trop douloureux à prononcer. Mon père continua. « Nous lui avons demandé pour le virement de ce mois-ci. Nous lui avons dit que nous en avions besoin pour mon traitement. » Sa voix se brisa légèrement. Elle nous a avoué qu'elle n'a pas envoyé un seul centime ces 2 dernières années. Ma mère laissa échapper un sanglot étouffé. Elle a dit que pendant tout ce temps, c'est toi qui envoyais l'argent. Qu'elle a juste récolté les lauriers. Un silence épais remplit la pièce. Ce que j'avais si souvent imaginé était en train de se produire, mais je ne ressentais pas la satisfaction que j'attendais. Juste une douleur sourde, comme une vieille blessure qui se rouvre. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda finalement mon père, me regardant dans les yeux pour la première fois. «
Pourquoi as-tu permis ce mensonge ?» J'ouvris lentement le classeur et en sortis le premier document, un email de Manon datant de 2 ans. « S'il te plaît, Chloé, juste cette fois, fais le virement comme s'il venait de moi. Je ne veux pas décevoir papa et maman. Je te le rendrai bientôt, je te le jure. » Lus-je à voix haute. Ça a été le début. Puis, il y a eu d'autres demandes, d'autres promesses, d'autres excuses. Je leur montrai les relevés bancaires, l'un après l'autre. Les virements mensuels de mon compte au leur, toujours avec le même libellé. De Manon avec amour. Je leur montrai mes fiches de paie du restaurant, les pourboires comptés jusqu'au dernier centime, les bulletins de salaire du cabinet Dubois et Associés où je travaillais. J'envoyais 7 000 € chaque mois, presque tout ce que je gagnais avec mes 2 emplois. C'est pour ça que je ne pouvais jamais rester dîner le dimanche. C'est pour ça que j'étais toujours fatiguée. C'est pour ça que je n'avais jamais d'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements ou sortir avec des amis. Ma voix était calme, presque détachée, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose se libérait. Chaque mot était une pierre de moins à porter. « Mais pourquoi as-tu continué ?» demanda ma mère avec une véritable incompréhension. « Pourquoi laisser Manon s'attribuer tout le mérite ?» La question me frappa comme une vague froide. Comment leur expliquer qu'une partie de moi espérait qu'un jour, ils découvriraient la vérité par eux-mêmes, qu'ils remarqueraient les cernes sous mes yeux, la fatigue dans ma voix, les heures impossibles que je travaillais, qu'ils se demanderaient, ne serait-ce qu'une fois, comment leur fille, peu ambitieuse, pouvait se permettre de vivre seule à Lyon avec un travail de réceptionniste. Au début, c'était pour l'aider, répondis-je finalement. Ensuite, je suppose que j'espérais que vous vous en rendriez compte, que vous verriez au-delà de l'image parfaite de Manon, que vous me verriez, moi, pour une fois. Mon père baissa les yeux vers le sol, ma mère sanglota plus fort, et quand vous parliez d'elle avec tant de fierté, quand vous me compariez à elle, en me disant que je devrais être plus comme Manon, ça faisait mal, ça faisait très mal. Mon père se leva lentement, avec l'effort visible d'un homme qui porte un poids trop lourd. Il s'approcha du buffet et sortit une bouteille de chartreuse qu'il gardait pour les grandes occasions. Il servit 3 petits verres. « Prends », me dit-il en m'en tendant un. « Je crois qu'on en a tous besoin. » La liqueur me brûla la gorge, mais c'était une douleur bienvenue, propre, comparée à celle que j'avais portée en moi si longtemps. « Hier », continua mon père, la voix plus ferme. Après avoir parlé à Manon, nous avons vérifié les relevés bancaires des 2 dernières années. Tout correspondait à ce qu'elle nous a dit. Les dates, les montants, tout. Il fit une pause. Nous avons aussi trouvé autre chose. De gros retraits d'argent les jours mêmes où tes virements arrivaient. De l'argent qui disparaissait rapidement. Ma mère leva les yeux, avec une expression de honte si profonde que je dus détourner le regard. « Ta sœur, » murmura-t-elle. « Elle n'a pas seulement pris le mérite. Elle nous prenait aussi presque tout l'argent que tu envoyais. Elle nous laissait juste de quoi payer les factures dont on te parlait, pour que tu ne te doutes de rien. Le reste, elle le gardait pour elle. » La révélation me coupa le souffle. C'était une chose que Manon s'attribue le mérite de mes efforts, mais c'en était une autre qu'elle vole en plus l'argent destiné à notre famille. L'argent que je gagnais avec tant de sacrifices. « Pourquoi faire ?» demandai-je, sentant ma voix sonner lointaine. Que faisait-elle avec tant d'argent ? Mon père secoua la tête. Des futilités, des fêtes, ce style de vie dont elle se vantait sur les réseaux sociaux. Il se servit une autre rasade et la but d'un trait. Ce n'était pas réel, Chloé. Rien de ce qu'elle nous racontait n'était réel. Pour la première fois depuis des années, je vis vraiment mes parents. Non pas comme des figures d'autorité ou des juges implacables, mais comme 2 personnes âgées, trompées et blessées. Et même si une partie de moi voulait se délecter de leur souffrance, une partie plus grande ressentait une immense tristesse pour nous tous, pour la famille que nous aurions pu être sans les mensonges et le favoritisme. « Nous sommes tellement désolés », dit ma mère finalement, rompant le silence. « Tellement désolés, Chloé. » Les excuses de ma mère restèrent en suspens dans l'air comme la fumée d'une bougie fraîchement éteinte. Je pouvais sentir leur sincérité, mais je savais aussi que les mots, à eux seuls, ne pouvaient pas réparer des années de dommages. « Que pouvons-nous faire pour nous faire pardonner ?» demanda-t-elle, tendant une main tremblante vers moi, sans tout à fait me toucher. « Dis-nous comment t'arranger ça. » Mon père hocha la tête à ses côtés, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage.
la vulnérabilité nue de quelqu'un qui a perdu toute prétention d'autorité. Je sentis une étrange inversion des rôles. Soudain, c'était moi qui avais le pouvoir dans cette relation. Moi qui pouvais décider de pardonner ou non, de reconstruire ou d'abandonner. C'était un pouvoir que je n'avais jamais cherché et qui, je le découvris, ne me procurait aucun plaisir. « Il ne s'agit pas de me dédommager, » dis-je enfin. « Je ne veux ni cadeau ni promesse. Ce n'est pas pour l'argent. » Je respirai profondément. « C'est pour la façon dont vous m'avez traité toute ma vie. Comme si j'étais moins que Manon. Comme si mes efforts n'étaient jamais suffisants. » Ma mère commença à protester, mais mon père l'arrêta d'un geste. « Laisse-la parler, Marie. Il est temps que nous écoutions. » Et ainsi, pour la première fois, je parlais sans filtre. Je leur racontais les nuits où j'arrivais épuisée du restaurant, à peine capable de tenir debout. La douleur que je ressentais en les entendant louer la générosité de Manon pendant que je me tuais à la tâche. Les fois où j'avais essayé de partager mes petites réussites au cabinet et avais été interrompue par des histoires sur les succès de ma sœur. Je leur parlais du nœud constant dans mon estomac avant chaque réunion de famille, de la peur de ne pas être assez bien, du désir d'un regard de fierté qui n'arrivait jamais. Quand j'étais petite, continuai-je, la voix plus ferme. À l'école, j'ai gagné un concours d'écriture. Je suis rentrée à la maison tellement excitée pour vous le dire. Et vous m'avez à peine écoutée parce que Manon avait appelé pour dire qu'elle était invitée à une fête. Vous vous en souvenez ? Je vis la confusion sur leur visage. Ils ne s'en souvenaient pas. Pour eux, c'était un jour de plus à donner la priorité à Manon. Pour moi, une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Ou quand j'ai eu mon bac avec mention, et que vous êtes arrivés en retard parce que le vol de Manon depuis Montréal avait été retardé. Mon nom avait déjà été appelé. Mon diplôme était déjà dans mes mains. Et j'étais seule, à vous chercher dans la foule. Mon père se passa une main sur le visage, comme pour effacer le passé. « Chloé, nous ne savions pas. C'est ça le problème. » L'interrompis-je, sentant les mots couler comme une rivière après la tempête. « Vous n'avez jamais su, parce que vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais regardé. J'étais là, toujours, et j'étais invisible. » Ma mère sanglotait ouvertement maintenant, son corps secoué par chaque souffle saccadé. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Je sentis un pincement de culpabilité, mais je me forçais à me rappeler que cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. Pour eux, pour moi, pour nous tous. Je vais vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment, continuai-je en les regardant dans les yeux. Je ne vais pas continuer à envoyer cet argent. Je ne peux pas. Non seulement parce que je ne vous fais plus confiance pour le gérer, mais aussi parce que j'ai besoin de construire ma propre vie. J'ai fait passer la vôtre avant la mienne pendant trop longtemps. Un silence lourd suivit mes paroles. Je pouvais sentir leur peur, leur incertitude. Que feraient-ils maintenant sans ces 7 000 € mensuels ? Nous comprenons, dit finalement mon père, avec une dignité que je n'attendais pas. Tu en as tout à fait le droit. Ma mère sécha ses larmes avec son mouchoir. Mais qu'adviendra-t-il de l'opération de ton père ? De l'université d'Adrien ? C'était la question que je craignais, celle qui m'avait tenue éveillée la nuit précédente. Même si je voulais couper les ponts, je ne pouvais pas simplement les abandonner à leur sort. Je n'étais pas ce genre de personne. Je peux aider avec une partie des frais médicaux, dis-je après un moment. Mais ce sera beaucoup moins qu'avant, et ce sera à mes conditions. Et Adrien, j'hésitais. Adrien peut chercher un travail à temps partiel, comme je l'ai fait pendant mes études. Mon père hocha lentement la tête. C'est juste. Plus que juste. Un bruit dans l'entrée interrompit notre conversation. La porte s'ouvrit et Adrien entra, son sac à dos sur l'épaule et une expression confuse en voyant la scène. Nous trois assis dans le salon, avec des têtes d'enterrement et une bouteille de chartreuse à moitié vide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. Ma mère lui fit signe de s'asseoir. « Nous devons parler, mon fils. De Manon, de Chloé, de tout. » Adrien me regarda, et je vis dans ses yeux qu'il savait déjà, ou du moins soupçonnait, une grande partie de la vérité. Il avait toujours été le plus observateur de la famille. « Il était temps, » dit-il simplement, en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Son épaule toucha la mienne, un petit geste de solidarité qui faillit me faire pleurer. Pendant que mon père lui expliquait la situation, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Manon. « Chloé, papa et maman viennent de m'appeler. Ils sont furieux.
S'il te plaît, ne leur parle pas des virements pour le casino en ligne. Je t'en supplie, j'essaie de régler ça. » Il y en avait donc plus. L'argent n'allait pas seulement à son style de vie luxueux, mais à une addiction qu'elle avait gardée secrète. Une nouvelle vague de rage m'envahit, mais je la contins. C'était le problème de Manon maintenant. J'avais déjà porté assez de secrets. Je bloquais son numéro sans répondre. L'après-midi avançait et la lumière changeait dans le salon, projetant des ombres de plus en plus longues. Nous parlâmes pendant des heures, parfois calmement, parfois avec des larmes, parfois avec des silences inconfortables. Il n'y eut ni cris, ni accusations dramatiques, seulement la vérité, nue et douloureuse, mais aussi libératrice. Quand je me levai enfin pour partir, je ressentis un épuisement qui allait au-delà du physique. C'était comme si j'avais couru un marathon émotionnel. « Je veux que tu saches quelque chose », dit mon père en m'accompagnant jusqu'à la porte. Sa voix était différente, dépouillée de son ton autoritaire habituel. « Je suis fière de toi, Chloé, de ta force, de ton honnêteté. J'aurais toujours dû l'être. Les mots que j'avais désirés toute ma vie arrivaient maintenant, après tant de douleur. Ils auraient dû me rendre heureuse, mais je ne ressentis qu'une triste ironie. « Merci, papa », répondis-je, ne sachant que dire d'autre. Ma mère me serra maladroitement dans ses bras, comme si elle ne se souvenait plus comment faire. Elle sentait son parfum habituel, la crème Nivea et le café. Un instant, je fus de nouveau une petite fille cherchant du réconfort dans ses bras. Mais cette petite fille n'existait plus, et cette femme n'était plus la figure toute puissante de mon enfance. « On t'aime », murmura-t-elle contre mes cheveux. « On t'a toujours aimé. » Je voulais la croire. Une partie de moi avait désespérément besoin de la croire. Mais une autre partie, celle qui avait grandi dans l'ombre de Manon, celle qui s'était endurcie à force de déception, murmurait « Les paroles sont faciles. Ce sont les actes qui comptent. »« Je sais, » répondis-je en me dégageant doucement. « Moi aussi je vous aime. » Et c'était vrai, malgré tout. Je les aimais, de cet amour compliqué qui existe entre parents et enfants, avec ce lien qui peut être étiré jusqu'à la limite, mais ne se rompt jamais complètement. Adrien m'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. Nous marchâmes un moment en silence, jusqu'à ce qu'il parle enfin. « Je savais que c'était toi qui envoyais l'argent », avoua-t-il en regardant le sol. « J'ai vu les justificatifs une fois, dans ton appartement, quand tu m'as laissé utiliser ton ordinateur. » Je m'arrêtai, surprise. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Il haussa les épaules, avec ce geste d'adolescent qui donne l'impression que le monde entier pèse sur leurs épaules. Je ne savais pas comment, et j'avais peur de perdre ma place à l'université, je suppose. J'ai été égoïste. Je posai une main sur son épaule. « Tu avais 17 ans, Adrien. Ce n'était pas ta responsabilité de régler ça. Maintenant, j'en ai 18, dit-il en levant les yeux. Et je vais trouver un travail. Je n'arrêterai pas la fac, mais je travaillerai. Et je te rendrai chaque centime que tu as dépensé pour moi. » Je souris, reconnaissant en lui une détermination qui m'était familière. « Je ne veux pas que tu me rendes quoi que ce soit. Je veux juste que tu profites de la chance que tu as, que tu étudies, que tu grandisses, que tu sois heureux. Et toi ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. « Tu seras heureuse maintenant ?» La question me prit par surprise. Serais-je heureuse? Le pourrais-je, après tout ça? J'y travaille, répondis-je honnêtement, un jour à la fois. Les semaines qui suivirent la confrontation avec ma famille se déroulèrent comme si je vivais dans un nouveau monde. Les couleurs semblaient plus intenses, l'air plus léger, mon corps moins lourd. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin expirer. La formation d'assistante juridique commença, et je m'y plongeais avec une détermination qui surprit mes professeurs. J'étudiais le soir, après le travail, avec une énergie que je ne me connaissais pas. Ce n'était plus la fatigue chronique de celle qui travaille trop, mais le doux épuisement de celle qui poursuit un rêve. Au cabinet, Maître Montero commença à me confier de petites tâches juridiques en plus de mes responsabilités de réceptionniste. « Vous avez du potentiel », me dit-elle un jour, en révisant un projet de lettre que j'avais préparé. « Je l'ai toujours vu, mais maintenant, vous semblez le voir aussi. Ma relation avec mes parents était différente maintenant. Pas parfaite, ni même proche de la normalité, mais différente. Nous parlions au téléphone tous les quelques jours. Des conversations brèves, parfois gênantes, mais honnêtes. Comme convenu, je leur envoyais une somme mensuelle bien moindre pour aider aux frais médicaux de mon père.
pas plus que ce que je pouvais me permettre sans sacrifier mon bien-être. Adrien trouva un travail à mi-temps dans un café près de l'université. Il ne gagnait pas beaucoup, mais c'était suffisant pour ses dépenses personnelles et pour contribuer un peu à la maison. Je lui rendais visite parfois, et nous nous asseyions pour discuter de ses cours, de ses amis, de ses rêves. Je découvris que je connaissais à peine mon petit frère et que j'aimais la personne qu'il devenait. De Manon, je n'eus aucune nouvelle pendant des semaines. J'avais bloqué son numéro et l'avais supprimé de mes réseaux sociaux. Selon Adrien, elle ne répondait pas non plus aux appels de mes parents. Son Instagram, autrefois si actif, restait statique, comme une carte postale d'une vie qui n'existait plus. Un mois après notre confrontation, je reçus une enveloppe dans mon appartement. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais je reconnus l'écriture élégante de Manon. À l'intérieur, il y avait un chèque d'un montant considérable. Pas tout ce qu'elle me devait, mais une part importante. Et une courte note. Je suis désolée. Vraiment. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. Monsieur. Je rangeai le chèque dans un tiroir et ne l'encaissai pas immédiatement. Non pas que je n'aie pas besoin d'argent, mais je voulais être sûre que ma décision de l'accepter viendrait d'une position de force, pas de nécessité. Pendant ce temps, la vie continuait, et je commençais à découvrir qui était vraiment Chloé Martin quand elle n'était pas définie par le sacrifice ou la comparaison avec sa sœur. Il s'avéra que j'aimais le cinéma d'auteur et les documentaires sur la nature, que j'appréciais de me promener au jardin botanique le dimanche matin, avec un livre et un café à emporter, que j'avais un rire sonore qui surprenait parfois ceux qui ne me connaissaient pas bien, que je pouvais être drôle, et même un peu audacieuse, quand je me sentais à l'aise. Carmen, ma collègue du cabinet, devint une amie proche. Nous sortions prendre un verre après le travail, allions à des concerts, ou restions simplement dans mon appartement à regarder des séries et à manger des plats livrés. « Tu sais ce qui est le plus fou ?» me dit-elle un soir, alors que nous partagions une pizza. « Il y a 6 mois, je pensais que tu étais la personne la plus sérieuse et réservée du monde. Et regarde-toi maintenant. Comment suis-je maintenant ?» demandai-je, sincèrement curieuse. Elle pencha la tête, pensive. « Tu es comme quand on ouvre les fenêtres d'une maison qui s'est restée fermée longtemps. Tout cet air frais qui entre d'un coup. » Sa description me fit sourire. Oui, c'est comme ça que je me sentais. Comme une maison qui respirait enfin. 3 mois après la confrontation, je décidai de faire quelque chose que je repoussais depuis des années. Voyager. Rien de grandiose ni de luxueux. Juste quelques jours pour moi. Loin de tout et de tous. Je choisis Lisbonne, car j'avais vu un jour un documentaire sur ses rues escarpées, ses tramways jaunes et sa lumière dorée, et j'en étais tombée amoureuse. Il ne fut pas facile de prendre la décision. L'argent que j'aurais autrefois envoyé à ma famille m'appartenait maintenant, mais je ressentais toujours une certaine culpabilité à le dépenser pour quelque chose de si indulgent. Cependant, je me souvins des paroles de mon thérapeute, une autre décision que j'avais prise pour moi. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est reconnaître que votre bien-être compte aussi. Ainsi, un vendredi soir, je me retrouvais à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry avec une petite valise et un nœud de nerfs et d'excitation dans l'estomac. C'était la première fois que je voyageais seule à l'étranger. La première fois que je faisais quelque chose d'aussi grand, juste pour moi. Lisbonne fut tout ce que j'avais rêvé, et plus encore. La ville m'accueillit avec son mélange de mélancolie et de joie, si semblable à mon propre état d'esprit. Je marchais dans des ruelles étroites, jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Je me perdis intentionnellement et découvris des coins qu'aucun guide touristique ne mentionnait. Je mangeais des pastilles de nata à m'enlacer et bus de la ginginha dans de petits gobelets en chocolat. Un après-midi, assise à un belvédère avec vue sur le Tage, alors que le soleil se couchait en teignant la ville d'orange, j'eus une révélation. J'étais heureuse. Pas parfaitement heureuse, pas sans blessure ni doute, mais sincèrement heureuse à cet instant. Et cet instant était suffisant. Je pris une photo du coucher de soleil et fus sur le point de l'envoyer au groupe familial, comme je l'aurais fait avant, en quête d'approbation. Au lieu de cela, je la gardais juste pour moi. C'était mon moment, mon souvenir, ma joie. Quand je rentrais à Lyon, une lettre de mon père m'attendait. Je l'ouvris avec une certaine appréhension, mais ce que je lus me laissa sans voix. Chère Chloé, je n'ai jamais été douée avec les mots, et encore moins avec les sentiments. Mais à 60 ans, j'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Je veux te remercier.
Pas seulement pour l'argent que tu nous as envoyé pendant si longtemps, mais pour ta force, en nous confrontant à la vérité. Ce ne fut pas facile à entendre, mais c'était nécessaire. Tu nous as montré un miroir dans lequel nous ne voulions pas nous regarder, et bien que l'image fût douloureuse, elle était réelle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Aux fois où je t'ai manqué en tant que père, aux comparaisons injustes, à l'attention inégale, à l'amour que tu as ressenti comme étant conditionnel. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux te promettre que je travaille à être meilleure. Ta mère et moi avons commencé à voir un psy. À notre âge, imagine un peu. Le psychologue dit que nous avons beaucoup à désapprendre. Je crois qu'il a raison. Je ne t'écris pas pour demander pardon. Je sais que le pardon se gagne par des actes, pas par des mots. Je voulais juste que tu saches que nous essayons, que tes paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et je voulais te dire, même si c'est tard, à quel point je suis fière de toi, de la femme forte, honnête et courageuse que tu es devenue. Pas grâce à nous, mais malgré nous. Avec affection, ton père. Je rangeais la lettre dans le même tiroir où se trouvait le chèque de Manon. Non pas que je veuille l'oublier, mais j'avais besoin de temps pour la digérer, pour décider ce qu'elle signifiait pour moi, pour mon avenir, pour ma relation avec ma famille. Pendant ce temps, la vie continuait. La formation d'assistante juridique se termina et je la réussis avec la meilleure note. Maître Montero m'offrit une promotion officielle. Je ne serai plus réceptionniste, mais assistante juridique junior. L'augmentation de salaire me permettrait de quitter mon travail au restaurant, bien que je décidais de garder quelques services le week-end. En partie parce que l'argent supplémentaire était toujours utile, mais aussi parce que j'avais noué une véritable amitié avec mes collègues. Une nuit, après mon service, Santiago, le gérant, m'invita à prendre un verre. Il y avait une certaine alchimie entre nous depuis un certain temps, mais je n'avais jamais eu de place dans ma vie pour l'explorer. Maintenant, cependant, j'étais curieuse. Juste en ami, précisa-t-il, avec un sourire qui suggérait qu'il était ouvert à plus, pour fêter ta promotion. J'acceptai. Et tandis que nous marchions vers le bar, sous le ciel étoilé de Lyon, je pensais à tout ce qui avait changé dans ma vie en moins d'1 an. Comment j'étais passée d'invisible à visible. De donner sans recevoir à apprendre à recevoir. D'exister pour les autres, à exister pour moi. Cette histoire ne se termine pas par une fin parfaite. Il n'y a pas de réconciliation spectaculaire avec Manon, ni de pardon immédiat pour mes parents. Les blessures de plusieurs années ne guérissent pas en quelques mois. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement, comme une mosaïque délicate, pièce par pièce. Mais elle se termine avec moi, marchant dans les rues de ma ville, la tête haute, plus forte, plus libre, plus moi, pas seulement la fille qui a donné, mais la femme qui a finalement appris à recevoir, pas seulement la sœur éclipsée, mais la personne qui brille de sa propre lumière. Elle se termine avec moi, choisissant mon chemin, un jour à la fois.